Bonjour, je suis Marianne Barbalayani, je suis secrétaire générale des ministères économiques et financiers. Je suis aussi ancienne élève de l'ENA et donc je suis absolument ravie d'avoir l'occasion d'exprimer un certain nombre de choses et de convictions à l'occasion de cette réunion qui porte sur l'égalité professionnelle. Donc l'égalité femmes-hommes, je l'ai vue à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé, puisque j'ai travaillé par 2 fois dans le secteur privé, même si l'essentiel de ma carrière est dans le secteur public. Alors, quel bilan je tire de tout ça? D'abord, je dois dire que j'ai été très surprise quand j'ai découvert que cette question était encore une question. Quand j'ai commencé à travailler à la fin de mes études, etc., j'avais l'impression que voilà, c'était des vieilles lunes, que les femmes avaient toute leur place dans la vie professionnelle, exactement comme elles l'avaient dans les études, où d'ores et déjà il y avait des femmes et des hommes et qu'il y avait une véritable égalité au niveau des études en tout cas. Après, je me suis rendu compte que c'était un petit peu moins simple et qu'il y avait quand même beaucoup de progrès à faire et que ces progrès, par ailleurs, ils n'étaient pas totalement spontanés. Alors, si je regarde le chemin parcouru, moi, je suis arrivée au ministère des Finances en 1993, donc ça remonte à assez longtemps. Si je regarde aujourd'hui, on n'est plus dans le même monde. Les progrès ont été absolument considérables. Quand je regarde l'organigramme de notre ministère, il y a des femmes qui occupent ou qui ont occupé quasiment toutes les fonctions les plus élevées en termes de direction. Dans le privé aussi d'ailleurs, mais d'une certaine manière, l'administration reste un petit peu en pointe. Eh bien, on a des objectifs qui sont fixés par la loi, avoir 40% de femmes primo-nommées, donc les premières nominations qui interviennent sur un poste qu'on appelle les emplois de direction. Ça ne correspond pas forcément exactement au COMEX des entreprises, mais en fait, on n'en est pas très loin, et donc ces objectifs sont de 40%. Et d'ailleurs, je suis très fière de dire qu'en 2021, nous les avons respectés pour la première fois au ministère, dans les ministères économiques et financiers. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire du ministère, et c'est franchement une évolution qui n'a pas été si facile que ça d'ailleurs. Là encore, je me suis rendu compte que même si les choses avaient beaucoup évolué, c'était pas si facile que ça. Le vrai conseil que j'aurais aimé qu'on me donne au début, c'est qu'il faut toujours fuir comme la peste les gens qui vous voient petit ou petite. Ceux qui s'imaginent que vous êtes très bien à votre niveau, que vous n'allez pas progresser, qu'il ne faut pas vouloir aller trop loin, etc. C'est légitime d'avoir de l'ambition. C'est légitime d'avoir de l'ambition, y compris quand on est une femme. Alors, à Bercy, je crois qu'il y a 2 sujets différents. Je vais me focaliser sur l'encadrement supérieur, mais je ne voudrais pas qu'on oublie que l'égalité professionnelle, ça ne se joue pas que pour l'encadrement supérieur. Je vais parler d'encadrement supérieur parce que là, effectivement, on a une loi, un objectif qui est d'atteindre 40% de nominations de femmes dans les emplois de direction et un objectif qui a été très poussé par notre ministre des Finances, Bruno Le Maire. Je le dis parce que, comme on le sait, si on veut faire bouger les choses, il faut que le plus haut niveau s'investisse personnellement et le dise. Moi, j'ai entendu le ministre dire aux directeurs et directrices, quand on voyait qu'on n'arrivait pas vers l'objectif, etc., leur dire « faites attention, parce que je peux vous dire que ceux qui ne font pas le nécessaire, ça va leur coûter à eux personnellement. Et je vous demande de faire le nécessaire. » Et puis moi, je me suis sentie, et j'ai été d'ailleurs, j'ai une lettre d'objectif, j'ai été mandatée pour faire en sorte que cette loi s'applique. Et je l'ai fait, et j'ai réussi d'ailleurs, nous avons réussi, mais je l'ai fait y compris en utilisant les outils qui étaient à ma disposition de manière extrêmement forte. Par exemple, j'ai bloqué des nominations. J'ai refusé la réunion des comités d'audition qui sélectionnent les personnes pour aller vers les emplois de direction quand il n'y avait pas suffisamment de candidates féminines. Quand manifestement, on n'avait pas fait les efforts nécessaires pour aller chercher des candidates féminines en nombre suffisant ou avec une expérience qui était en lien avec le poste. Attention, il n'y a pas que l'encadrement supérieur, il y a des sujets qui se posent pour les femmes cadres supérieurs ou pour l'égalité professionnelle dans l'encadrement supérieur, mais qui se posent de manière beaucoup plus forte quand on est
dans des niveaux un petit peu en dessous, où les questions de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle sont beaucoup plus importantes, l'accompagnement qu'on peut apporter au travers des programmes d'action sociale sur le logement, sur la garde d'enfants, sur le financement des transports, etc., ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas. Et puis ensuite, il faut regarder les questions de salaire. On a parfois des grosses surprises, je dis à tous ceux qui gèrent des organisations, on a parfois de très grosses surprises quand on regarde les salaires. Bizarrement, les professions qui sont un peu plus féminisées, même dans la fonction publique où il y a un vrai principe d'égalité, des principes de rémunération qui sont quand même assez encadrés, on peut découvrir qu'ils sont globalement moins bien payés que des jobs à peu près de même niveau et qui sont plutôt masculins. Alors, les solutions pour améliorer encore la situation. Encore une fois, j'insiste beaucoup, il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru. Mais bon, on a encore aujourd'hui des difficultés pour nommer 40% de femmes dans les emplois de direction. Donc, c'est très clair qu'on est en train de remonter une pente. On a des questions de vivier. Il faut que, pour qu'on puisse nommer des femmes dans les emplois de top niveau, eh bien, il faut qu'il y ait des femmes à tous les niveaux, qu'elles ne s'évaporent pas, entre guillemets, et qu'elles arrivent à un moment où elles sont sur le point de pouvoir accéder aux emplois de direction, par exemple, en ayant suivi le même cursus, qu'elles aient le même type d'expérience, qu'elles puissent apporter beaucoup de choses. Et puis, il y a la question des femmes elles-mêmes. Moi, l'expérience que j'ai, c'est quand même que les femmes s'autocensurent beaucoup, qu'elles ont beaucoup de mal à se porter candidates et à faire le nécessaire pour faire savoir qu'elles sont candidates à tel ou tel poste. Donc il faut aussi que les femmes apprennent et soient accompagnées pour qu'elles osent sortir de leur bureau, aller voir le chef et lui dire « tiens, quand tu auras tel ou tel poste qui se libérera, ça peut être moi ». Et puis, il y a un autre sujet qui me semble maintenant très important, c'est qu'il faut qu'on considère que ces questions d'égalité professionnelle, elles ont une importance qui dépasse le sujet de l'égalité professionnelle, de l'égalité femmes-hommes. Je m'explique. C'est-à-dire, en clair, l'objectif, ce n'est pas de respecter un indicateur. L'objectif, c'est de montrer à quel point le fait d'avoir des comités de direction, des instances dirigeantes paritaires, qui offrent des diversités de profils, etc., à quel point c'est mieux pour les organisations, à quel point elles sont plus performantes, à quel point le fait de faire un petit peu plus attention à la qualité de vie au travail, à ne pas avoir des horaires de dingue, qui est quand même une de nos grandes spécialités en France, et pas toujours à bon escient, etc., c'est des progrès qui vont servir à tous. Et je suis très confiante d'ailleurs parce que je vois que dans les plus jeunes générations, d'abord les gens osent aborder ces questions, qu'ils le mettent sur la table, et ça, les hommes comme les femmes, et c'est très bien. On a un congé parental maintenant qui est long pour les hommes. Ça montre aussi que ces sujets-là ne sont pas que des contraintes, entre guillemets, qui pèsent sur les femmes, qui pèsent sur les employeurs qui emploient des femmes, parce que c'est vrai que quand quelqu'un, pour de très bonnes raisons, évidemment, disparaît pendant 4 mois, par exemple, c'est pas si évident que ça à gérer, mais en même temps, ça se gère et ça s'anticipe, parce que d'ailleurs, une grossesse, voilà, c'est pas, le bébé, il n'est pas du jour au lendemain. Donc, on voit les collaboratrices qui vont s'absenter pendant un certain temps. Eh bien, il faut s'organiser, il faut dédramatiser. C'est tout à fait normal. Ça ne va pas avoir d'impact négatif sur leur carrière. Je crois que maintenant, on peut le dire. D'autant que les carrières sont de plus en plus longues. Donc, je suis là aussi assez confiante. On va y arriver. Mais c'est effectivement des changements assez importants sur voilà, la vision qu'on peut avoir, l'image qu'on se fait de qui doit occuper tel type de poste, etc. Il faut avoir le courage de faire bouger, d'innover, d'accepter des profils un peu différents, etc. etc. Et puis, voilà, ça se fera assez naturellement, mais il faut aider quand même. Voilà, j'espère que j'ai un peu contribué au débat. Je vous souhaite maintenant à toutes et à tous une excellente réunion et je suis très intéressée par les conclusions que je verrai avec beaucoup d'intérêt.